Je vous présente Vincent Brigand, qui est ostéopathe, posturopathe et créateur du concept Be Happy. Vincent, je te laisse la main et puis on verra les questions, je pense, tout à la fin. Comme ça, je te laisse faire ta présentation et tu me dis quand je partage l'écran. Présente-toi en quelques mots quand même, tu le feras mieux que moi. D'accord. Donc, je me présente, je suis Vincent Brigand. Effectivement, je suis ostéopathe et posturopathe. Alors, certains vont se poser la question, qu'est-ce que c'est la posturopathie? On va y venir après. Je suis certifié praticien Action Type en préférence motrice aussi. Donc, ça aussi, c'est un thème qu'on va aborder parce qu'aujourd'hui, effectivement, on va parler comment dire, de la préparation d'un sportif de haut niveau et du coup, la danse exige en tout cas toutes ces approches-là pour arriver sur un niveau de compétence qu'exige effectivement l'opéra ou le ballet de haut niveau. Voilà. Donc, je te remercie, Virginia, de m'avoir proposé de participer à ce sommet. Je suis très honoré et je vais essayer en tout cas de partager effectivement mon expertise sur ce domaine-là pour permettre à un maximum de personnes d'avoir des informations et de choisir vraiment ce qui leur convient en mieux après dans leur approche effectivement de la prévention, de la performance et de la santé en tant que danseur ou même peut-être d'autres sportifs qui nous suivent sur ce sommet. Voilà. Donc, je sais que tu as la main sur le PowerPoint. Oui, Je vais te demander à ce moment-là de le lancer le partager? chrono. Voilà, D'accord, je on lance va le partage. partager. Tu Voilà. es quand même, il faut le dire, expert chez les sportifs de haut niveau. Oui, alors je suis, c'est un bien grand mot, mais je suis en tout cas quelques sportifs de haut niveau dans le milieu du judo, parce que c'est mon domaine de prédilection. Après, bien sûr, le sport de haut niveau est un petit milieu, ils se connaissent bien entre eux, alors forcément, j'aide aussi d'autres sportifs, que ce soit effectivement dans le triathlon ou dans la natation. Ça peut m'arriver de faire aussi dans le milieu de la voile, parce que je suis basé sur Brest et du coup sur la Bretagne. Donc, on a beaucoup de pôles dans le secteur de la voile. Donc, voilà, donc j'apporte mon expertise en tant que thérapeute manuel dans l'ostéopathie et la posturopathie et en tant qu'accompagnant dans le développement de la performance par des approches comme on va discuter la préférence motrice, mais aussi dans tout ce qui est respiration et le bain froid, voilà, que je vais développer très prochainement au sein de mon cabinet. Voilà. Du coup, Si Vincent, je lance le partage du coup. super. Alors donc, BIAPI, c'est un concept que j'ai développé depuis 3 ans. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer depuis plus d'une dizaine d'années maintenant des personnes qui m'ont formé à des spécialités de l'ostéopathie qui sont la posturopathie et des approches aussi d'accompagnement en préférence motrice qui sont l'action type. Voilà, donc, et dernièrement, je suis en formation dans tout ce qui est l'approche de la respiration fonctionnelle et du bain froid. Donc, c'est une approche qui est transversale sur toutes ces disciplines-là parce qu'en fait, elle regroupe pas mal euh, il y a un fil rouge en fait entre ces disciplines qui permet finalement de reprogrammer quelqu'un au niveau de sa posture, de la rééquilibrer, de lui redonner effectivement ses ressources pour qu'elle puisse effectivement exprimer son plein potentiel. Voilà. Donc voilà, le concept BIAPI, c'est BI de Bretagne, Brigance, ce que vous souhaitez. C'est l'action, c'est la posture et l'innovation, car en fait, dans le concept, toute nouvelle approche peut intégrer finalement ce concept. C'est ce qui permet finalement à ce concept d'être très agile dans le temps et de perdurer pour pouvoir aider au maximum les sportifs et les patients qui sont en quête de santé et de performance. Voilà. Donc, on va pouvoir passer sur la diapo suivante. Donc, hop. Donc, BIAPI, effectivement, c'est un tremplin vers la performance. C'est ce que je viens d'expliquer, en fait, Virginia.
Donc, diapo suivante. Là, je suis présenté. Donc, effectivement, et voilà. Donc, on arrive sur le domaine un petit peu de la danse. Pourquoi tout ce qui est prévention, performance et santé? Parce qu'effectivement, la prévention, c'est ce qui va permettre finalement à une personne de mettre tout en œuvre pour éviter les survenues de maladies, de traumatismes, de blessures et de maintenir et d'améliorer sa santé. Voilà. Donc, la prévention, c'est ce que souvent, souvent ce qu'on va rechercher effectivement dans certaines méthodes de kinésithérapie qui vont commencer à faire de la kinésithérapie préventive avec de la préparation physique. C'est ce qu'on va chercher chez l'ostéopathe pour lever des troubles fonctionnels que vous avez vu l'autre soir. Et puis, en fait, voilà. Mais la prévention aussi, c'est de aussi connaître son environnement pour maintenir cet équilibre qui nous permet aussi d'être en bonne santé au niveau social. Voilà. Donc, et ça demande effectivement d'avoir une bonne perception de son environnement et donc d'être bien équilibré au niveau de sa posture et bien comprendre effectivement l'environnement qui nous entoure et quel environnement est le plus adapté pour que finalement on soit dans un environnement positif et comment dire, qui permette un épanouissement personnel. Voilà. Donc, on va passer sur la diapo effectivement de la performance. Virginia, la performance. Alors, la performance, c'est quoi? La performance, c'est je pars d'un point A, je pars à un point B. La performance, on peut l'avoir finalement à tout niveau. Je peux avoir un sportif qui me dit, voilà, moi, mon objectif, ça va être les JO. Et donc, la performance, pour lui, ça va être effectivement d'atteindre son maximum de capacité physique et son potentiel d'exprimer son potentiel maximum pour pouvoir atteindre son objectif de médaille. Mais aussi, la performance, ça peut être un patient qui ne marche presque plus et qui me dit, voilà, j'aimerais bien me remettre à refaire du sport. Et donc, à partir de là, la performance, elle prend aussi tout un autre regard. Mais la performance, c'est d'atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, c'est comment on peut faire pour finalement atteindre un objectif, c'est-à-dire comment on peut atteindre cette performance. Et il faut forcément chercher des outils pour permettre à cette personne d'atteindre effectivement sa ligne d'arrivée, de franchir sa ligne d'arrivée. Donc, soit obtenir la médaille d'or, soit effectivement de pouvoir remarcher, de pouvoir reprendre le sport. Moi, d'autres personnes, ça peut être avoir de nouveau l'activité physique, hein. Mais la performance en soi, ce n'est pas forcément, comme on l'entend, toujours d'atteindre des records. La performance, c'est vraiment ce que vous avez défini en vous, quel objectif vous mettez en place, enfin quel objectif vous définissez et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la construire. Voilà. Et donc, prévention et performance, effectivement, logiquement, ça amène à la santé, si c'est bien mené. Parce qu'effectivement, on peut être en forme et pas en bonne santé. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de sport à haut niveau et on peut dire qu'ils sont en forme, mais elles ne sont pas en bonne santé. Et toi qui as été à haut niveau et qui a eu des blessures, tu sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as dû passer par des états de forme incroyables, c'est-à-dire que tu es capable de performer, mais pour autant, tu as été blessé et donc tu n'es pas en bonne santé. Voilà. Donc, l'idée de la performance, de prévention de performance pour moi, elle passe par cette idée d'être finalement en bonne santé pour être performant. Donc, d'être en forme pour être performant. Voilà. Donc, c'est-à-dire bonne santé amène forcément un état de forme optimal et donc amène forcément à la performance. L'inverse, c'est moins sûr. Voilà. J'ai fait beaucoup de judo aussi à un certain niveau et je sais de quoi je parle parce que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à développer tout ça. Voilà. OK. Et donc, là, j'ai marqué « La santé passe par l'expérience ». Alors, la santé passe par l'expérience parce qu'effectivement, la santé est indissociable d'un bon état de forme physique, mental, mais aussi d'environnement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il est important de négliger aucun de ces paramètres.
Et c'est pour ça, encore une fois, vous allez voir, ça va nous amener vers quel outil utiliser et pourquoi je vais vous présenter tout à l'heure la posturopathie et la préférence motrice. Voilà. L'expérience, effectivement, c'est bien marqué, c'est la connaissance acquise à travers l'interaction avec l'environnement. On est interdépendant de notre environnement pour pouvoir performer et d'être en bonne santé, en fait. Voilà. Donc, c'est un ensemble. On ne peut pas sectoriser chaque chose, ce qui est fait au jour d'aujourd'hui dans le monde médical et de santé actuel sans critiquer ouvertement ce qui est fait. Je trouve que c'est très, très bien. On a de la chance d'avoir en tout cas cet environnement médical qui aujourd'hui est très performant. Mais sur, en tout cas, l'environnement de santé fonctionnel, effectivement, il y a un espace qui n'est pas encore complètement comblé, parce que forcément, on est plutôt sur une thérapie, enfin, en tout cas, des prises en charge une fois que c'est trop tard, une fois qu'il y a une blessure. Et donc, depuis quelques temps, les neurosciences nous amènent en tout cas à explorer toute cette approche fonctionnelle du corps et de comment l'exploiter pour se sentir bien, pour éviter d'être blessé, d'être malade. Voilà. Donc, on est plus, effectivement, il y a certaines personnes qui disent qu'on est plus sur un monde médical de la maladie que plus sur un monde médical de la santé. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut prévenir, que ce soit par effectivement l'activité physique, que ce soit par nos habitudes au quotidien et aussi que ce soit l'alimentation, etc. Voilà. Donc, c'est le domaine du fonctionnel aujourd'hui, il est ouvert. À nous de finalement l'organiser pour qu'il soit cohérent et que les patients ne s'y perdent pas trop. Voilà. Voilà. On va pouvoir enchaîner. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un sportif performant est un sportif qui n'est pas blessé, qui peut exprimer tout son potentiel physique et cognitif. Donc tout ce qui est cognitif, c'est l'état finalement psychologique, mental. Plus on enregistre effectivement d'expériences sensitives et motrices, et surtout de qualité avec son environnement. Et je dis de qualité parce que c'est-à-dire que finalement l'environnement, plus il va être favorable, plus on va exprimer notre potentiel. Et plus effectivement on va engrammer de l'information et on va fixer un petit peu finalement notre bonne santé. Voilà, et ce qui va permettre de construire petit à petit cette performance en étant épanoui dans le milieu qui nous entoure. Voilà. Donc, la première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est mon métier à 70-80% du temps, c'est mon activité au cabinet. Donc, aujourd'hui, je fais de l'ostéopathie, qui n'est plus du tout traditionnelle. Et je ne peux même pas vraiment appeler ça de l'ostéopathie, c'est-à-dire que c'est partie de l'ostéopathie, mais d'autres courants. Donc, c'est un concept thérapeutique innovant, c'est la posturopathie. Donc, c'est Jean-François Hennebique qui a développé ça depuis quasiment plus de 20 ans. Donc, c'est pareil, c'est une approche thérapeutique qui s'appuie sur tout ce qui est connaissance en neurosciences, donc tout ce qui est posturologie, thérapie manuelle, thérapie instrumentale aussi, et qui donc finalement va utiliser des techniques thérapeutiques manuelles qu'on connaît, mais avec une approche de diagnostic postural. Voilà. Donc, c'est entre la posturologie clinique, qui, elle, va plutôt soigner finalement plus des troubles de la posture, soit effectivement où il y a une déficience posturale, vraiment des troubles acquis qu'il faut corriger, d'accord, au niveau des yeux, des pieds, de la mâchoire, des dents. Ou alors des défauts de proprioceptifs de ces mêmes capteurs, on va dire. Hein, d'accord. Les capteurs de la posture sont les yeux, la mâchoire, les dents et les pieds. Et donc, de temps en temps, soit ils sont déficients, soit ils sont déprogrammés. Et donc, les posturologues, ils peuvent traiter ça effectivement par des outils qui sont soit des semelles, soit l'orthoptiste peut rééduquer les yeux, l'ophtalmo peut prescrire une ordonnance pour corriger des troubles de l'œil.
soit le dentiste peut refaire des soins sur les dents, sur comment dire, des dysfonctionnements de la mâchoire. Voilà. Et puis après, nous, on est plus sur tout ce qui est finalement entre tout ce qui est plutôt une déprogrammation, une perte de comment dire, de l'atrophicité qui désorganise finalement cet équilibre postural. Et finalement, c'est ce que fait un peu l'ostéopathe, mais parfois l'ostéopathe, il n'a pas finalement cette grille d'évaluation, cette vision de l'organisation de la personne. Voilà. Donc, la posturopathie, c'est une discipline vraiment à part entière. Ses objectifs, c'est de soigner les douleurs chroniques et c'est de prévenir les troubles de la posture, troubles fonctionnels de posture. Donc, voilà, ça c'est une première chose. J'essaie d'être succinct. Il y a plus d'informations forcément sur le site de Jean-François Hennebique, hein, qui est initiateur de cette pratique. Et voilà, donc entre ostéopathie et posturologie, vous trouverez la posturopathie qui est de plus en plus pratiquée, surtout chez les sportifs de haut niveau, parce que finalement, ils cherchent des résultats rapides, efficaces, avec le moins de matériel possible. Matériel, j'entends bien, ça peut être le port de semelle parfois. Donc, effectivement, nous, on arrive en redonnant suffisamment d'élasticité, de viscosité au système, de liberté au système pour qu'il puisse se rééquilibrer finalement tout seul. Voilà. Parfois, c'est pas un travail qui est suffisamment fourni par les thérapeutes manuels qui ont parfois des approches peut-être trop superficielles ou pas assez structurelles, ou parfois trop structurelles et pas forcément assez dans l'harmonie de l'ensemble, qui fait que parfois, effectivement, il manque un élément, juste peut-être un petit élément pour que la personne retrouve son équilibre postural et fonctionnel. Voilà. Voilà. Et c'est 90% des consultations en cabinet d'ostéopathie ou de posturopathie qu'on retrouve souvent, c'est des désordres de ce type-là. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, voilà, TMS et douleurs chroniques. Bon, voilà, en général, 80-90% aussi du temps, on les trouve sur le membre supérieur. Mais dès qu'on a des troubles sur le membre supérieur, on va être obligé d'aller investiguer l'ensemble de l'équilibre. Donc, les yeux, le cou, donc les cervicales, les pieds, la mâchoire, les dents sont des capteurs très importants dans l'organisation de ce système-là, le système postural. Et du coup, tout ce qui est le dos, les articulations périphériques, c'est elles qui vont faire un peu le tampon, qui vont faire les fusibles. Et quelqu'un qui vient par exemple pour des douleurs de tendinite d'épaule ou de coude ou de genou, enfin ou de tendon d'Achille, effectivement, il faudra aller investiguer ce système de posture et redonner toutes ses capacités fonctionnelles. Voilà. L'idée, c'est effectivement d'une personne qui fonctionne dans un sens, c'est de lui redonner sa capacité d'être stable et d'être fonctionnelle. Voilà, une personne peut être stable, mais pas fonctionnelle. C'est-à-dire que finalement, quand vous la testez, elle peut être droite, elle peut s'équilibrer de manière… voilà, quand on prend avec un laser, on va se dire, tiens, elle est droite, fonctionne bien. Enfin, en tout cas, elle est verticale, elle est à l'aplomb. Et dès qu'on va la tester au niveau tonique, elle va perdre finalement sa capacité à rebondir. Et du coup, là, effectivement, ce n'est pas fonctionnel. Et inversement, parfois, il y a des gens qui sont fonctionnels, ils ne se plaignent pas trop, mais pour autant, il y a des zones de contrainte parce qu'ils ont un manque d'équilibre. Et du coup, il y a des zones qui vont faire tampon et fusibles et qui vont s'abîmer petit à petit. Donc, l'idée, c'est finalement de checker tout ça pour prévenir effectivement les troubles d'équilibre. Voilà. En tout cas, je dis d'équilibre fonctionnel, hein, pas pathologique. Là, il faut orienter vers un ORL et les troubles fonctionnels donc qui créent forcément des douleurs ou des troubles de la gestualité. Voilà. Donc, ça permet de prendre le patient globalement, comme l'ostéopathie, mais avec peut-être beaucoup plus de précision, que ce soit sur la prise en charge ou que ce soit sur, après même, le conseil qu'on pourra donner aux patients dans le choix de, finalement, peut-être de ses chaussures, le choix de type d'entraînement qui peut opérer pour revenir un peu à niveau et entretenir le travail fourni en cabinet. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je disais, pourquoi c'est innovant. Voilà, l'innovation, parfois, c'est pas forcément de faire comme on fait d'habitude.
c'est vrai que l'ostéopathie, c'est par cette voie-là que je suis rentré dans le monde de la thérapie manuelle. Et je trouve que c'est une belle discipline. Pour autant, je pense qu'il est temps qu'elle se modernise davantage. Et pour ça, il faut qu'elle s'ouvre vers tout ce qui est vers les neurosciences. Alors, ça commence un petit peu d'un point de vue de compréhension, surtout au niveau de la douleur. Ça y est, depuis 5-6 ans, ça commence un petit peu à se décoincer. Comment vient la douleur, comment on peut la gérer. Après, je pense qu'en termes de thérapie, technique thérapeutique, je pense qu'il faut peut-être remettre un petit peu, on va dire, on dit souvent, on remet l'église au milieu du bourg, je ne sais plus comment on dit, au milieu du village. Mais l'idée, c'est que voilà, tout ce qui est lié à la douleur peut être aussi traité par la douleur. On ne peut pas toujours faire plaisir aux patients ou faire les techniques qu'on souhaite. Il faut faire les techniques les plus efficaces. Et c'est vrai qu'en posturopathie, on choisit la technique la plus efficace. En ostéopathie, on laisse un petit peu le thérapeute et le patient choisir ce qu'il souhaite. C'est un peu ce qui, en tout cas, mon impression et le retour que j'ai de beaucoup de patients qui parfois sont en perdition ou qui ont testé l'ostéopathie puis qui sont un peu déçus. Et du coup, le fait de proposer effectivement une expertise peut-être un peu plus précise, un choix thérapeutique. Alors, le choix des outils que je vais utiliser, ça peut être des techniques de détente, ça peut être des techniques d'étirement, des points triggers, ça peut être de la manipulation. L'idée, finalement, c'est de réussir on a un besoin pour le patient et un objectif qui est de le remettre dans les clous, et c'est de choisir les outils les plus adaptés pour arriver finalement à ce résultat-là. Le patient, peut-être qu'il ne va pas être super content parce que finalement, parfois, il va un peu couiner sur certaines techniques, mais pour autant, seul le résultat va compter et à la fin, il va être content parce qu'il va pouvoir reprendre ses activités où il va se sentir mieux. Voilà. Donc ça, c'est un message aussi qu'on peut faire passer aussi finalement aux gens qui nous écoutent. Un praticien qui parfois peut vous faire mal pendant une séance, s'il vous a prévenu en tout cas que ça allait être douloureux, il faut l'accepter parce que parfois c'est le seul levier qu'il peut avoir pour pouvoir vous réguler. D'accord ? Les outils, les leviers qui régulent les dysfonctionnements, des troubles de la posture, ça va être la douleur, la mobilité, donc le mouvement, le chaud, le froid. Et puis créer un contexte favorable. Voilà. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Donc quand vous allez voir un thérapeute, bien sûr, il y a différentes techniques, différentes approches, mais ce qui est important de retenir, c'est que une technique, qu'elle soit douce, entre guillemets, ou parfois qu'elle puisse un petit peu vous amener dans vos retranchements, elle va utiliser forcément un levier que je vous ai cité tout à l'heure. Voilà. Soit la douleur, soit de la mobilité du mouvement, soit effectivement activer le système nerveux sympathique, parasympathique, soit chaud-froid, hein, c'est ce qu'utilisent parfois les kinés, ou soit créer un contexte favorable ou parfois peut-être un peu stressant, mais pour aller chercher des ressources en vous, pour que vous puissiez rebondir et vous sortir finalement de cette situation qui vous handicape. Voilà. Donc la posturopathie, c'est utiliser vraiment tous ces leviers-là lorsqu'on l'utilise pleinement. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, une base diagnostique et du choix de technique. Voilà. Donc, tout à l'heure, voilà, là, c'est Jean-François Henneby qui dit ça. L'homme est une entité multisensorielle, latéralisée, unique, influencée par son environnement. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, avant de faire de la thérapie manuelle, on va vérifier effectivement si tous ces capteurs de l'équilibre qui lui permettent finalement de bien percevoir son environnement sont soit fonctionnels, soit bien équilibrés, ou soit bien intégrés aussi les uns par rapport aux autres pour que la personne puisse bien percevoir son environnement et exprimer finalement la posture la plus adaptée aux besoins. Voilà. Une bonne perception, une bonne gestualité, donc un bon équilibre des tensions pour avoir une bonne gestualité, une bonne stabilité, permet effectivement d'avoir un état d'esprit psychologique stable, sans friction, tout va bien. Voilà, on est en forme, on est bien. Voilà. Voilà, c'est ce que je viens de dire. L'adaptation environnement, pas de
Voilà, on va éviter les conflits mécaniques, proprioceptifs et cognitifs. C'est-à-dire que la personne, effectivement, si elle a des zones à les soigner au niveau mécanique, des blocages, des pertes de mobilité, on va les traiter. Des troubles des capteurs proprioceptifs qui sont au niveau des yeux, au niveau de la mâchoire, au niveau des cervicales, au niveau comment dire, des appuis, des pieds. Et puis, ou des troubles cognitifs, simplement des personnes qui sont inquiètes, qui ont du mal à percevoir certaines choses. Il faut réussir dans cette séance-là, faire un tour d'horizon assez général et mettre à plat tout le système pour pouvoir repartir sur une bonne base. Voilà, c'est ce qui va permettre effectivement d'avoir une bonne perception de l'environnement. Voilà, c'est ce que je disais, perte de qualité de perception. Et qu'est-ce que ça va entraîner forcément effectivement des pathologies fonctionnelles, de douleurs chroniques ou des troubles musculo-squelettiques. Voilà. Rapidement, comment s'organise une séance de posturopathie? Ça ne va pas changer foncièrement d'une séance d'ostéopathie, mais ça va être plutôt pas forcément dans la forme, ça va être dans le fond. Voilà, le posturopathe, il va vous interroger, il va vous poser des questions. C'est important que vous ayez un temps de consultation. Effectivement, le professionnel, il va vous poser pas mal de questions sur où est-ce que vous avez mal, où se situe la douleur, quel est véritablement votre motif de consultation. Après, il va passer sur un temps d'observation, d'analyse. Il va évoluer votre système de posture, comment vous fonctionnez, comment vous équilibrez. Il va tester effectivement votre mobilité, votre qualité de mouvement. Et puis de voir finalement si vous avez des troubles de capteurs ou de fonctionnement, de mobilité, des pertes de mobilité, comme l'ostéopathe un petit peu sur ce domaine-là. Et puis savoir palper, savoir faire prendre conscience aux patients de tel ou tel type de douleur pour après effectivement les traiter et puis que la personne se rende compte que ça va mieux aussi à la fin, puis qu'elle puisse de nouveau réintégrer réengrammer finalement cette bonne information et puis repartir sur une nouvelle base. Voilà. Donc voilà, ça c'est une petite phrase que souvent on dit un peu dans le milieu, seul le résultat compte, qu'importe le moyen mis en œuvre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu spoilé la diapo, mais voilà, l'objectif, ça va être d'améliorer la perception, la latéralité, puis l'état psychologique du patient. Le moyen, effectivement, c'est à travers des outils les plus efficaces qu'on va faire ça, en régulant le fonctionnement du système de posture, traiter les douleurs et les troubles proprioceptifs. C'est eux qui viennent désorganiser un petit peu votre posture, hein. La douleur, forcément, vous avez quelque chose qui est douloureux, même de manière un peu infraliminaire. Une verrue plantaire, ça peut perdre, vous ne la sentez pas au quotidien, mais elle peut perturber votre posture et désorganiser votre fonctionnement. Donc, c'est pour ça que de faire un tour global du patient est hyper important. Quelqu'un qui a un trouble au niveau dentaire, ça peut générer effectivement des adaptations et le faire sortir effectivement de son système de posture et créer de ce fait-là des douleurs, des troubles fonctionnels. Il aura fait tous les examens possibles au niveau médical, il n'y aura rien. Puis là, le sportif ou le patient va se sentir un peu démuni. Et puis voilà, donc la posturopathie, pour ça, c'est bien parce que ça va éviter au patient parfois d'aller chercher d'autres solutions qui, au final, parfois vont l'éloigner encore plus de sa posture d'origine. Voilà, donc ça, c'est hyper important de le mentionner. Si vous allez mettre, par exemple, des semelles proprioceptives, alors vous n'en avez pas besoin, ça peut aussi vous désorganiser. Voilà. Donc, c'est un très bon outil, la semelle proprioceptive, ça marche vraiment, vraiment très bien, mais pour autant, il faut savoir l'utiliser à bon escient et vérifier au préalable que la personne a toutes ses capacités structurelles et fonctionnelles pour pouvoir l'accueillir. Et il ne faut pas la mettre avant ça. Sinon, finalement, vous rajoutez un élément dans le moteur, dans la mécanique, et il n'y a jamais trop de place dans notre système. Donc, il y aura forcément un endroit qui va faire fusible. Donc, au bout, pas forcément au départ, parce que cette semelle, au début, peut modifier votre perception et donc donner un état d'amélioration. Et petit à petit, le problème, c'est qu'il faudra quand même la compenser à un endroit ou à un autre. Et c'est là où, effectivement, la personne peut avoir, au bout de quelques semaines ou quelques mois, d'autres troubles. Elle ne fera pas forcément un rapprochement, parce que parfois, ce sera des douleurs ou des troubles qui seront un peu projetés ailleurs. Ça peut être au niveau du genou, du dos, cervicalgie,
problème au niveau de l'épaule. Voilà, donc ça, c'est important de le dire. Voilà, donc moi, je travaille avec des posturologues et en bonne entente, on arrive toujours à finalement trouver la bonne solution. S'il y a besoin d'une semelle, eh ben, effectivement, on la met. Si on n'a pas besoin, on ne la met pas. Ou si on a besoin de la mettre juste temporairement, bah, effectivement, on la met temporairement. Mais il faut que le travail soit bien mené en équipe. Voilà. Alors, deuxième sujet qui est aussi très innovant et qui commence à se développer de plus en plus, c'est le concept de préférence motrice par action type, parce que la préférence motrice, elle est née de cette approche de l'action type par Bertrand Terrolas et Ralph Hippolyte, qui sont deux entraîneurs suisses de volley qui, voilà, presque plus de 30 ans, ont, à partir d'observation de leurs joueurs et de beaucoup de recherches, comment dire, bibliographiques. Et voilà, c'est des gens qui sont voilà, très, très pointus sur le sujet. Ils ont mis en place cette approche qui définit effectivement les personnes sur des profils de moteurs et cognitifs. Voilà, donc ils ont recoupé des profils moteurs. En tout cas, ils ont associé des profils moteurs à des profils cognitifs et psychologiques qui sont basés sur des approches de Gustav Jung, qui est un psychanalyste. Hein, voilà. Et voilà, ils ont défini plusieurs profils et qui sont testables, observables, testables, et qui permettent finalement, quand la personne en a conscience, en tout cas d'exprimer plus le maximum de notre potentiel. Voilà. Donc c'est une discipline à part entière. Hein. Les personnes passent une certification et puis après ça leur permet finalement d'accompagner soit leurs patients, en tout cas moi c'est mon cas dans ma pratique, soit des sportifs, mais aussi parfois soit dans des professionnels du management pour aider des personnes à mieux se connaître et à mieux se connaître par rapport aussi aux personnes avec qui ils travaillent. Donc, c'est une discipline qui peut être utilisée dans le milieu sportif, professionnel et même parfois aussi familial. Voilà, donc je sais que la personne qui m'a formé, c'est M. Bertrand Terrolas, et il peut très bien coacher un hockeyeur de très haut niveau, comme il peut très bien coacher des gens, des enfants de son village pour que ça se passe bien dans le club de sport, etc. Et c'est une personne qui a une vision aussi très humaniste de son approche. Et voilà, son approche, c'est vraiment pour que les gens aient un meilleur potentiel, expriment un meilleur potentiel pour améliorer pour interagir avec l'environnement positivement, pour améliorer leur environnement. Voilà, donc c'est aussi des valeurs très positives. Et donc, c'est une approche que je peux recommander aussi pour quelqu'un qui fait du sport de haut niveau, parce que souvent, être toujours bien en tête dans son objectif, on oublie de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Et c'est très important, je pense, pour les personnes de répondre à ce besoin-là. Voilà. Voilà, en tout cas, sur les sportifs de haut niveau que j'ai toujours accompagné avec cette approche, la première chose qui change, c'est leur interaction avec leur environnement. Voilà, c'est pas forcément la performance en soi, mais c'est finalement soit ils s'expriment davantage, ils s'ouvrent davantage, et puis ils ont des interactions beaucoup plus positives et saines avec ce qui les entoure, que ce soit famille, staff, etc. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez assez intéressant à vivre. Voilà. Donc, alors pourquoi respecter les préférences motrices? Ben oui, c'est une réponse face aux contre-performances et aux blessures. C'est-à-dire que la préférence motrice, c'est voilà, vous avez une carte d'identité motrice, c'est-à-dire que vous fonctionnez d'une certaine manière. Vous avez des chaînes motrices qui s'expriment davantage chez vous que chez une autre personne. Moi, j'ai davantage de préférence motrice pour mes chaînes antérieures. Donc, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus sur chaîne antérieure. On me dit que j'ai une marche terrienne, c'est-à-dire que j'ai une marche sur les talons. Je marche voilà, comme un peu un ressort. Et donc, voilà, j'ai une approche plus exprimant, une approche plus musclée de l'activité physique. Et pour autant, j'avais tendance à m'exprimer de manière un petit peu plus aérienne, plus pliométrique, c'est-à-dire plus dans
la contraction excentrique, c'est-à-dire plus dans l'extension, plus que dans la contraction. Et ça, c'est dû finalement à mes entraîneurs qui m'ont emmené plus à exprimer ce genre de choses. Et pourtant, ce n'est pas forcément mes préférences naturelles. Donc, ça a pu m'amener sur des blessures, que ce soit sur des blessures dans le bas du dos, les chevilles, les genoux, et j'en passe. Et aussi, du coup, vu que les chaînes motrices et les préférences motrices sont associées à nos préférences cognitives, et plus on se blesse et plus on n'exprime pas forcément son naturel, plus on doute et moins on a une bonne interaction avec son environnement. Voilà. Donc ça, c'est une réponse face aux contre-performances et aux blessures. Et c'est du coup aussi une réponse pour libérer le plein potentiel et retrouver cette capacité à s'adapter à son environnement. On sait bien que dans le sport de haut niveau, l'environnement, il peut être favorable, comme parfois il va être défavorable, mais tout ça, c'est aussi une question d'entraînement à le percevoir. Voilà. Donc, plus on va être habitué à être dans ses préférences, plus on va gagner en confiance et plus finalement l'environnement sera de moins en moins défavorable parce que même s'il n'est pas toujours positif, on arrivera toujours à en ressortir, un résultat ou une expérience qui nous fait progresser. Voilà. Alors, pourquoi les préférences motrices apportent-elles une innovation? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, j'ai pris Soria Bonali, parce que pour la petite histoire, il y en a sûrement qui se rappellent, mais Soria Bonali, c'est elle qui a fait le salto arrière. Et plus, quand j'ai mis l'image, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, elle savait que si elle le faisait, c'était un peu un poker quand elle a fait cette compétition-là. Mais elle l'a fait parce que je pense qu'elle avait ce besoin de le faire, parce qu'elle voulait marquer son identité dans sa manière de s'exprimer sur la glace. Et je trouve que c'est tout à son honneur parce que finalement, elle est restée fidèle avec elle-même. Et c'est pour ça que je pense que c'est une femme assez exceptionnelle dans le sens où elle s'est pas, en tout cas, elle s'est pas pervertie à des attentes pour pouvoir gagner. Elle a préféré sa liberté d'expression. Voilà. Donc, elle a fait le salto avant, le salto arrière, mais surtout le salto arrière, et ça lui a valu une 10e place. Donc, elle n'a pas eu le podium, mais elle est rentrée dans l'histoire. Donc, peut-être qu'elle a gagné, je pense, le respect énormément de sportifs, je pense, et puis d'autres personnes. Elle est allée finalement au bout de ses convictions. Et les préférences motrices, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une approche qui est innovante aussi, parce que finalement, elle va à l'encontre de toutes les doctrines d'entraînement au jour d'aujourd'hui. Et forcément, quand vous arrivez avec un concept qui met à mal tout le reste, et la posturopathie, c'est pareil. Hein. Et j'aime bien un peu cet esprit rebelle, parce que finalement, il n'y a pas de gloire sans mérite. Hein. Il faut se bagarrer pour gagner. Hein. Mais je pense qu'il faut savoir se dire que ce qu'on connaissait avant était vrai hier et plus vrai aujourd'hui. Et voilà, donc la préférence motrice par action type, c'est un peu ça. C'est remettre tous les dogmes un petit peu qu'on connaissait sur le type d'entraînement, sur le type de coaching, un peu à mal, mais en tout cas nécessaire pour que les gens puissent performer, bien s'exprimer, puis qu'on puisse aussi être dans l'idée de prévention et de performance et de santé, comme on a dit. Voilà. Voilà, elle ne fait pas comme les autres. Donc, dans la préférence motrice, on va d'abord observer les gens, on va les tester, et puis dans leur environnement, et puis toujours dans le respect finalement de leur mode physiologique. Voilà. C'est objectivable, quantifiable et donc reproductible. C'est comme la posturopathie un petit peu en fait. C'est ça que j'aime bien dans ces approches-là, c'est que c'est simple, c'est naturel, c'est efficace. Il n'y a pas de… Finalement, c'est complexe. L'acquisition de ces connaissances et de ces testings et de tout ça est pour moi assez complexe. Mais finalement, on en ressort toujours avec un résultat très simple. Les problèmes sont souvent simples à résoudre. Il faut juste prendre le temps de regarder, de comprendre et puis de contextualiser. Et après, ça permet d'aider les gens simplement. Voilà. C'est ça que j'aime bien. Voilà.
Voilà, donc je reprends un petit peu le… Voilà, ça c'est que Bertrand Tarolas, il le dit dans son livre La Bible de la préférence motrice. Il parle de la Bible de la préférence motrice parce que ça a été, voilà, ces recherches ont été reprises et parfois un petit peu accaparées. Mais voilà, il a sorti la référence dans le domaine. Tous les gens qui sont certifiés s'appuient sur cet ouvrage qui est vraiment de qualité et voilà, qui est un outil de travail pour nous important. Et donc, dans ce livre-là, voilà, c'est ce qu'il explique, hein, reconnaître la singularité individuelle afin de permettre à chacun de disposer des meilleures conditions pour se développer, s'exprimer, s'épanouir au sein de sa propre identité. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est en tout cas, qui je suis, quels sont mes besoins, quel est l'environnement dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. Et puis après, qu'est-ce que j'en fais ? Et puis voilà. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, la performance, elle s'applique à n'importe quel niveau. Ça peut être, comme je vous dis, quelqu'un qui a juste envie de réaliser un projet personnel, artistique, professionnel, personnel, ou alors quelqu'un qui veut chercher une médaille d'or au JO. Voilà, donc c'est des outils qu'on peut facilement appliquer à n'importe qui, ou quelqu'un qui veut monter une société, savoir bien manager un groupe, une équipe. Il n'est pas assez sûr de lui, il a besoin de savoir comment il fonctionne lui pour pouvoir aider les autres et organiser les choses autour de lui pour que ce soit une réussite. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, une belle approche encore que les gens peuvent aller, sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer pour performer. Alors là, du coup, j'ai une petite erreur parce que j'ai marqué perception, latéralité et cognition. Là, je me suis un peu trompé. Mais voilà, il n'y a pas d'histoire de la latéralité, il y a plutôt une histoire de perception. Il y a des patterns moteurs et cognitifs. Voilà. Donc là, latéralité, je me suis trompé. Donc voilà, il y a une recherche d'une identité. Il existe 16 profils moteurs, 12 motivations profondes, c'est-à-dire qui permettent de savoir qu'est-ce qui actionne le geste, la réalisation. Et du coup, ça crée 192 possibilités qui peuvent être encore démultipliées par le vécu de chacun, les traumatismes qu'on a pu avoir, etc. etc. Voilà. Donc, avoir une bonne perception permet d'avoir une clairvoyance sur son intention et donc de réaliser une bonne action. Donc, là, je mets je veux, je désire contre je dois, il faut. En général, quand vous avez décidé que quelque chose était nécessaire pour vous et que vous le souhaitez vraiment, c'est plus facile de le réaliser que quand on vous demande un geste technique que vous ne ressentez pas. Donc, il faut, je dois, en général, c'est compliqué, hein, vous n'avez qu'à essayer. Hein. On ne réalise jamais le même geste parfaitement. Vous prenez Rafael Nadal, s'il dit il faut, je dois, il ne va pas réussir à mettre la balle où il le souhaite. Par contre, s'il dit je veux ou je fais, ce sera beaucoup plus simple pour lui de réaliser ce geste. Voilà, et on l'a tous fait par expérience. Hein, dès qu'on se concentre un petit peu trop pour réaliser quelque chose, ça ne marche pas. Et puis dès qu'on le fait spontanément, qu'on libère finalement le geste naturel, on y arrive. Voilà. Donc, perception, intention et action, et puis d'être économique et efficace. Voilà, dès qu'on va être dans une contrainte technique, qu'elle soit gestuelle ou de réflexion, on n'y arrivera pas, quoi. Il faut laisser les choses se faire naturellement pour finalement se rendre compte qu'on utilise très peu d'énergie pour avoir un résultat optimal. Voilà. Voilà. Alors, comment on peut faire ça ? Il faut réussir à faire prendre conscience à la personne de ses ressources, de sa manière de fonctionner dans son environnement. Et puis, à partir de là, elle va commencer à, si elle se connecte bien, elle va libérer un petit peu toutes ses capacités, voilà, tout son potentiel. Voilà. Être économique et efficace, voilà, je reprends un petit peu ça, s'adapter au mieux à l'environnement. Voilà. Donc, comment s'organise un profilage ? Un profilage s'organise par des tests physiques. On peut aussi profiler de manière indirecte, mais la manière directe
la plus pratiquée. Donc, on va demander à une personne de venir nous pousser, on va pousser la personne et puis on va voir ses réactions motrices. Et en fonction de ça, on va avoir des réponses, finalement, quelle chaîne elle va utiliser dans telle circonstance. Et on va pouvoir définir quel est le profil qui s'exprime le mieux. On ne va pas forcément lui dire vous êtes tel ou tel profil. On va lui dire voilà ce qui en ressort. On a trouvé tel profil et on va vous laisser entre 15 jours et puis 3 semaines d'auto-évaluation pour savoir si finalement elle est valide ou pas ce qu'on a trouvé ensemble. Et c'est très important. On ne peut pas mettre une personne dans une case. On ne peut pas dire à une personne tu es comme ça et puis c'est tout parce que finalement on va à l'encontre du concept d'action type, de préférence motrice. Il faut lui donner des indications de ce qu'on a trouvé ensemble pour qu'elle puisse finalement les valider ou les invalider. Donc, la première chose, c'est réussir à mettre une personne dans des dispositions pour qu'elle soit le plus disponible possible, pour qu'elle ne soit pas influencée et puis qu'elle s'ouvre finalement. Donc, c'est dans un climat de détente et de confiance. Et puis après, on va évaluer le profil sans influencer, voilà ce que je disais. Et puis, faire prendre conscience à travers ces petits tests à la personne qu'elle est plus forte ou pas dans tel ou tel secteur. Et à partir de là, effectivement, il y a un processus qui va se faire automatiquement, naturellement. Elle va commencer à réintégrer un peu tout ça. Et puis, ça va lui permettre de libérer finalement sa singularité, quoi. Voilà, son expression, son expression physique et cognitive propre. Voilà. Alors là, je me suis mais à coup pas, c'est pas la bonne diapositive, donc on va pouvoir la passer. Ça, c'était plus pour la posturopathie. Voilà. Donc, je m'excuse pour la dernière diapo. Voilà. Et puis, voilà, je vous remercie pour votre intention. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des indications de prise en charge pour en tout cas ceux qui veulent chercher des solutions soit des troubles de leur posture, des douleurs chroniques ou dans des projets, des objectifs de performance. Voilà. Merci Vincent. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. C'était très complet. Par contre, moi, j'ai quelques questions. Donc, comme j'en vois pas, je vais commencer. Alors, c'est peut-être des questions bêtes. Déjà, j'ai trouvé ta présentation très bien, mais complexe, honnêtement, surtout quand on n'est pas du milieu. Il faut s'accrocher personnellement pour bien suivre. Donc, moi, j'ai une question peut-être très bête, mais on dit qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses Exactement. bêtes. Voilà. Donc je vais quand même la poser. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir des troubles de la posture, même sans aucun symptôme. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah. C'est-à-dire qu'on peut être fonctionnel, mais pas stable. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut très bien, finalement, ne pas être dans une norme d'équilibre, mais rester plus ou moins dans une norme de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire pas de douleur. D'accord. Et l'inverse aussi. Mais souvent, quand il y a un désordre proprioceptif, finalement, on aura forcément des douleurs au bout d'un moment. Oui, voilà, ça peut venir plus tard, du coup. Voilà. En fait, tant que tu tamponnes, tant que ton corps est capable d'encaisser, il n'y a pas de souci. C'est ce qui se passe au départ quand on est jeune et qu'on ne se blesse pas. On a des petites choses. Et puis, on étire, on bouge et on influence le système. Et puis, à un moment, à force de faire, le système, il ne peut plus compenser à tous les niveaux. Et c'est là qu'effectivement, à un moment, on se dit, là, j'ai mal. Et là, c'est parce que soit le système il est en saturation, soit il y a une blessure. C'est-à-dire qu'au niveau organique, on a abîmé quelque chose. C'est un ménisque qui peut être pincé, fissuré, pincé, un disque qui peut être abîmé, ça peut être de l'inflammation, ça peut être une tendinose qui se transforme en tendinite, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation vraiment bien marquée, avec peut-être même parfois un peu de calcification qui est générée. Voilà, donc ça peut être ça peut être… c'est divers et varié. Voilà. Au début, on a des troubles plutôt fonctionnels qui sont résolutifs ou qui passent parce qu'on trouve des solutions palliatives. Donc, ça peut être des antalgiques, ça peut être de l'anti-inflammatoire, ça peut être tout ce qu'on veut. Et puis après, petit à petit, à force de remplir la coupe, à un moment, elle déborde. Voilà. Ouais. Il y a Magali qui demande, faut-il faire des check-ups régulièrement pour déceler certains déséquilibres ?
Bah oui, c'est l'intérêt. L'intérêt de faire un check-up régulièrement, oui. Alors, et après, il faut aussi qu'il soit qualitatif. C'est-à-dire que faire un check-up tous les mois, non. C'est-à-dire qu'il y a un problème à ce moment-là, soit du point de vue du thérapeute, voilà, soit du point de vue de l'entraînement ou des habitudes au quotidien. Donc, ça veut dire habitudes physiques, gestuelles, habitudes alimentaires, habitudes du sommeil, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est la performance, elle passe par là. Donc, oui, un check-up, c'est toujours intéressant. Moi, les sportifs de haut niveau, parfois, je ne les vois pas, et pourtant, ils font entre 4 à 5 heures d'activité quotidienne. Et moi, certains, je les vois que tous les 3 mois. Voilà, même, voilà, 3 mois, c'est bien. Et souvent, au bout de 3 mois, je les teste. Ils fonctionnent. Ils restent dans une norme de fonctionnement. Je ne suis pas obligé de refaire tout. Voilà. Il y a des patients, là, par exemple, un patient lambda que je suis, la première séance que je fais, et s'il est sorti vraiment de tout son fonctionnement, c'est une grosse séquence. Après, je le revois peut-être 15 jours, une semaine et demie, 15 jours après. Et après, voilà, si j'ai bien fait mon travail, je le verrai peut-être au bout de 4-5 mois, après peut-être tous les 6 mois, et peut-être après tous les ans, voire tous les ans et demi. À moi aussi de lui donner les outils pour que finalement, il entretienne ce qu'on a fait. Mais au départ, quand vous avez une personne qui n'est pas du tout dans son bon fonctionnement de posture, ou fonctionnel, soit la posture, soit le fonctionnement n'est pas bien, et les tissus perdent en viscosité, on perd en mobilité, cognitivement, mentalement, on a une mauvaise perception. Tout ça, ça met du temps à revenir. Donc, c'est pour ça que quand on fait une séance, une prise en charge initiale, faut compter bien 1 an et demi avant qu'on réussisse à arriver à un résultat. Voilà, vraiment optimal. À moins que la personne soit une sportive de haut niveau et qu'elle fasse aussi tout ce qu'on veut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, quelqu'un qui va faire des étirements, de l'automassage, de la mobilité, de la respiration, du bain froid, du chaud, et qui intègre tout ça dans un entraînement, dans un suivi, et ben, c'est parfait. Mais ça ne court pas les rues. Donc, voilà, parce qu'il y aura des contraintes qui seront professionnelles, personnelles, d'entraînement, etc. C'est très difficile dans le sport de haut niveau ou voilà, finalement de faire ce qu'on veut quand on veut. Voilà, c'est ça la difficulté du sport de haut niveau et du suivi d'un sportif de haut niveau. Voilà, il y a des aléas, il y a des contraintes. Mais donc, pour répondre à la question, oui, un check-up, c'est bien. Après, il faut que le professionnel n'abuse pas. Il ne faut pas faire ça tous les mois. C'est-à-dire que sinon, il ne trouve pas la solution. Ce n'est pas bon. Et en même temps, pour avoir un suivi un peu plus espacé, il faut aussi que le patient se prenne en charge. Et du coup, il faut qu'il s'appuie sur le thérapeute pour lui demander des conseils. Qu'est-ce que je peux faire pour entretenir ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire pour développer le potentiel que vous m'avez permis d'avoir? Voilà. Donc, et la posturopathie et la préférence motrice, c'est très intéressant pour ça, parce qu'en fonction des profils, on peut un peu conseiller les activités qui vous permettent de créer un environnement favorable. Voilà. Moi, j'ai une autre question. Tu as parlé à un moment donné des points triggers. Trigger. Ouais. Pardon. Non. Oui, triggers. En fait, ça fait partie de la méthode ou c'est toi qui l'intègre en plus, Alors, les points triggers, c'est des techniques thérapeutiques. Donc, en fait, les points triggers, ça existe depuis longtemps. Effectivement, il y a des personnes parfois qui ont besoin d'être stimulées sur les points triggers. Alors, par exemple, moi, je fais des points triggers. J'ai appris ça en ostéopathie. On a des points triggers sur certaines pathologies qu'on va aller appuyer au niveau dorsal, au niveau pectoral, au niveau des membres inférieurs, etc. Et après, ce qui est rigolo, c'est dans la préférence motrice par action type, ils ont développé aussi des points triggers pour redynamiser libérer certaines chaînes musculaires. Et ça, en fonction aussi du profil cognitif, on rentre un peu dans les choses complexes, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque profil, dans la préférence motrice, on peut appuyer sur des points triggers avec des classements de points triggers en fonction du besoin. Est-ce que c'est un besoin de dynamiser? Est-ce que c'est un besoin de relaxer? Et c'est assez intéressant aussi comme approche. Voilà. Donc les points triggers, oui, il y a des techniques points trigger point. Et puis après, effectivement, ça reste comme juste un outil qu'on peut aussi utiliser dans différentes approches. Voilà.
Merci Vincent. J'ai toujours pas de questions. Je te dis, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'ai une dernière question. Je pense que tu as dit la réponse, mais je voudrais avoir un peu plus de détails. En fait, peut-on changer? Tu as parlé des préférences motrices. Moi, ça m'intéresse. Oui. Aérienne, terrienne, parce que nous, tu sais, par rapport au style de danse aussi, on va être plus aérienne. Si on part en danse contemporaine, plutôt, on va être plus terrienne, hein, plus au sol. Alors là, sans parler de la danse, en fait, c'est quoi l'idéal et comment peut-on le changer? Est-ce qu'il est possible de le changer ou est-ce qu'il faut l'accepter? En fait, voilà, pour moi, c'est un peu flou tout ça. Ouais. Alors, les préférences motrices, en fait, c'est la motricité qui s'exprime le plus naturellement chez toi. D'accord? Mais on va dire qu'il y en a quatre principes, enfin, il y en a 16 principales, mais on va dire que voilà, il y a les chaînes antérieures, les chaînes postérieures, les chaînes latérales. Et ça fait des combinaisons. D'accord? Si on parle par exemple on va partir juste de la marche. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont des marches plutôt terriennes sur le talon et des gens qui ont des marches plutôt aériennes. Alors, dans l'Action Type, il a commencé à définir ça plus pour les marches par le bas et des marches par le haut. Voilà. Donc, il y en a une qui va être plutôt sur du concentrique, voilà, musclé, voilà, concentrique, et d'autres qui va être plutôt excentrique, c'est-à-dire que c'est plutôt la chaîne postérieure qui va pousser la personne. Voilà. On est les deux, hein, finalement. On a une préférence pour l'un. Par exemple, moi, quand je cours, je vais avoir plutôt une chaîne antérieure qui va s'exprimer. Et par contre, quand je vais être fatigué, quand je vais être stressé ou quand je vais avoir besoin d'intégrer des nouveautés, je vais utiliser plutôt mes chaînes opposées. Donc, par exemple, quand tu fais de la danse, tu auras qu'à observer par exemple, quand tu as un cours de danse, tu ne vas pas apprendre la même attitude quand tu vas récupérer ou que quand tu vas travailler ou quand tu vas écouter quelqu'un qui t'explique quelque chose, tu vas changer de position aussi parce que finalement, ton cerveau va changer de ressources. Il va demander à ce que tu intègres des choses. D'accord? Donc, finalement, les chaînes motrices, l'idée, c'est de déjà bien les identifier, laquelle est la préférée chez toi, pour après aller vers celle qui te permet d'être une ressource de récupération ou d'intégration. Voilà. Donc, on peut travailler les deux et il faut travailler les deux, mais toujours dans le respect. C'est-à-dire qu'effectivement, si on force une personne à travailler des chaînes qui ne sont pas préférées chez elle par de la technique, voilà, et puis que du coup, elle n'en a pas conscience de ça, elle va créer de la contrainte, elle risque de se blesser. Voilà. Et elle risque de douter aussi cognitivement. Tu vas modifier finalement son interaction avec l'environnement. Voilà. Moi, par exemple, c'est mon cas. J'ai un profil plus terrien, mais j'ai appris du judo beaucoup plus aérien. Et ce qui m'a valu d'être blessé. Si j'avais exprimé un judo beaucoup plus finalement terrien, je serais moins blessé. Pour autant, j'aurais eu la capacité aussi de temps en temps d'exprimer un judo aérien, parce qu'on est l'un et l'autre. Mais on a une préférence pour l'un. Voilà. C'est un peu comme le Pourquoi on yin et court? le yang, non? Oui, alors, on appelle ça, lui, enfin, les créateurs, les fondateurs de la préférence motrice, ils disent qu'on a une grande boucle motrice et une petite boucle. Donc, la grande boucle, c'est là où on passe 80% du temps et la petite boucle, c'est 20% du temps. Donc, c'est comme si on avait un gros moteur où effectivement, on développe le plus de puissance, le plus voilà, d'efficacité. Et puis, la petite boucle, finalement, on est un peu moins efficace, on est un peu moins puissant, mais toujours est-il que c'est elle qui va nous permettre de nous adapter quand ça ira pas. Et donc, il faut aller dans cette petite boucle toujours de manière positive pour finalement engrammer de l'expérience, engrammer de plus en plus de compétences pour après pouvoir l'exprimer de nouveau dans cette grande boucle. Et donc, en fait, ça fait un 8 comme ça. Effectivement, c'est des va-et-vient incessants. Et quand quelqu'un n'est pas forcément bien dans un fonctionnement, ce va-et-vient, il va se faire de moins en moins fréquemment. Et la personne ne va pas progresser, elle va finir par se blesser. Voilà. Et pas exprimer son potentiel. L'idée, c'est plus il y a de va-et-vient, plus on monte en compétences et en niveau. Et l'idée, c'est que quand on arrive à exprimer toutes ces chaînes de manière fluide, on appelle ça d'être dans un état de flow. C'est-à-dire que c'est ce qui a dû sûrement t'arriver plusieurs fois. Quand tout ce que tu entreprends, tu le réussis et que tu es vraiment dans le moment présent, tu ne réfléchis plus, tout s'enchaîne, c'est fluide et tu te dis, waouh, c'est le kiff, quoi. Je suis bien là, je sais pourquoi je suis là. Voilà. Tu vois ce que je veux dire?
c'est cet état-là finalement qui est important de saisir. Voilà. Voilà, ça c'est. Mais pour qu'on puisse exprimer ça, il faut aussi réussir déjà à vérifier si la personne perçoit bien l'environnement. Il faut faire la posturopathie. Pour moi, je pense que c'est important. Pour bien percevoir, il faut que les capteurs fonctionnent bien pour qu'après, tu puisses sensibiliser la personne à savoir, quand on va lui demander de se bien percevoir, il faut déjà qu'elle soit bien réglée. Et puis, une fois qu'elle est bien réglée, qu'elle perçoit bien, elle va pouvoir exprimer tout ça et chercher, explorer ses capacités. Et puis, une fois qu'elle commence à bien fonctionner sur ça, tu lui proposes finalement de développer, d'entretenir par des ateliers, des activités. Voilà. Et c'est pour ça que quand tu donneras des cours ou si tu donnes des cours à des jeunes danseuses, parfois c'est bien de leur dire, tu leur montres quelque chose, montre-leur quelque chose, mais leur explique pas la technique. Tu dis, voilà, moi je fais ça comme ça. Et tu leur dis, faites. Et tu regardes comment on fait. Et tu verras, si parfois tu t'astreins à leur donner trop de techniques, ça va les crisper. Alors que de temps en temps, quelqu'un qui te dit, voilà, fais, je veux que tu, enfin, tu lui dis pas, je veux que tu fasses, tu lui dis, voilà, moi je te montre ça, vas-y, fais-le, montre-moi comment tu es capable de le faire. Et puis, elle y va, quoi, tu vois. Moi, je travaille beaucoup avec un prof de judo sur le Finistère. Et ce qui est incroyable, c'est que il me dit toujours, ouais, moi, si j'ai eu des, enfin, il aurait aimé avoir des cours techniques comme moi j'ai eu. Et finalement, je trouve que sa puissance, enfin sa puissance d'enseignement, elle est dans le fait que finalement, c'est pas qu'il n'a pas de technique. Au contraire, il a beaucoup de technique parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup recherché. Mais dans son mode d'enseignement, il montre et il dit aux gens, voilà, on peut le faire comme ça, comme ça, comme ça, choisissez. Il n'a pas de modèle. Alors que moi, j'avais un modèle, il fallait qu'on rentre dans le moule. Et lui, il dit, il n'y a pas de moule. C'est comme ça et débrouillez-vous. Et depuis 10 ans, il a emmené plusieurs personnes en équipe de France, quoi, jeunes, champions de France. Parce que, et finalement, ils font tous des pratiques de judo, ils ont une expression de judo différente. Alors, on était tous sur le même moule, on faisait tous le même mouvement parfaitement, toutes les mêmes techniques. Alors, c'était beau, hein, c'était super. Enfin, on a eu plusieurs résultats, mais lui, en l'espace de 10 ans, il a eu plus de résultats que nos profs en 30 ou 40 ans. Et pourtant, c'était des super profs. Mais voilà, parce que finalement, il laisse les jeunes s'exprimer comme ils le souhaitent. Voilà. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais en danse classique, on a des codes, des choses comme ça. Oui, mais je pense qu'au départ, je pense qu'il ne faut pas forcément trop rigidifier peut-être les choses et peut-être dire de temps en temps, quand tu es chez toi, fais-le comme tu le sens. Et après, quand tu seras dans tel contexte, tu devras le faire quand même comme ça. Et elle arrivera beaucoup mieux que si tu le forces dès le départ et dans un contexte. C'est un conseil, mais et un constat. Voilà. C'est quand on est dans un contexte défavorable et qu'on ne sait pas exploiter ses ressources, ça fait ce qui se passe quand, par exemple, tu as un footballeur qui est devant un but et puis qu'il doit marquer le but et finalement, le geste qu'il a répété 1000 fois, et ben, là, il n'arrive pas, il va shooter à 20 mètres à côté, tout le monde s'étonne. C'est parce qu'il n'est pas bien dans sa tête, donc il ne va pas utiliser les mêmes ressources mentales et donc il ne va pas se positionner pareil à quelques millimètres. Et la balle, eh ben, à ce niveau-là, va partir à 15-20 mètres. Voilà. Merci Vincent. Merci. Je n'ai pas plus de questions. Merci pour ton intervention. Alors, n'oubliez pas, je propose des accompagnements en ligne qui sont complémentaires à la formation traditionnelle de la danse. Hein. Malheureusement, je ne peux pas partager mon PowerPoint parce que j'ai un petit bug. Donc, je vous dis juste, voilà, si vous êtes vraiment intéressé, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une promotion du jour que j'ai mis justement dans le chat du live. La promotion du jour qui permet d'avoir des tarifs vraiment exceptionnels. Donc, n'hésitez pas à me contacter par message privé si vous êtes intéressé pour un accompagnement personnalisé ou même un stage au sein de votre établissement de danse. Contactez-moi par message privé. Je pense qu'il n'y a pas eu plus de questions. Vraiment, merci pour cet éclairage. J'ai Imode qui dit merci, c'est une totale découverte. Et Magali aussi, merci beaucoup, très intéressant. Et j'avais pas vu, Magali a posé une question. Excuse-moi Magali, j'avais pas vu. N'est-ce pas risquer les blessures? Un mouvement mal exécuté peut aussi devenir dangereux. Oui, alors, oui, pour préciser, c'est ce que je dis.
quand on enseigne une technique, il faut donner comme les grandes lignes pour qu'il soit bien fait. Mais on ne peut pas imposer une forme de corps, par exemple. Dans le judo, par exemple. Enfin, si on est trop rigide, si une personne, naturellement, elle va se positionner de telle ou telle manière pour exprimer sa motricité, eh ben, ça va être contraignant et elle risque de se blesser. C'est plus dangereux finalement de contraindre quelqu'un au départ, tout au moins, que de la laisser exprimer un petit peu son geste. Voilà. Donc, je pense qu'au départ, il faut laisser une personne s'exprimer. On lui dit attention de ne pas faire ça, ça, ça pour pas qu'elle se blesse. Mais une fois qu'elle est dans l'action, il faut la laisser exprimer sa propre action. Voilà. Elle se blessera pas. Elle se blessera plus si elle est régie par des contraintes que si elle laisse vraiment s'exprimer son geste naturel. Comment elle le perçoit, comment elle peut l'organiser dans son environnement. Voilà. J'espère que je réponds à la question. C'est pas simple, mais c'est ce qui se passe si on contraint quelqu'un à un geste technique et qu'il n'est pas fait pour ça. Voilà. Pour autant, il pourra quand même réussir à le faire tôt ou tard. Voilà. Moi, j'arrive à faire des choses qui ne sont pas dans ma préférence motrice, mais je sais qu'il ne faut pas que j'en abuse trop. Mais de temps en temps, il faut quand même sortir de sa préférence motrice pour réussir à exécuter quelque chose. Si l'environnement m'amène à devoir l'exprimer, il faut que je sois capable de le faire. Mais il faut que quand on me l'a apprise, cette technique-là, il ne faut pas que je le fasse de manière trop contraignante. Au départ, il faut petit à petit qu'on me l'enseigne progressivement dans le respect de mon geste naturel. Voilà. Et il y aura plus de résultats, ça va être peut-être plus long à intégrer au départ, mais derrière, il y aura beaucoup plus de spontanéité dans le geste. Voilà. Magali te dit merci pour la réponse. Donc, tu as répondu à merci, Magali. Mais Vincent, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'à la fin. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, à demain soir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.